palais du peuple ou d'un forum international. Ce que je m'amuse souvent de dire, généralement ce qui se dit dans les assemblées générales des partis politiques sont pour la consommation interne des partis. C'est justement l'inquiétude, le contexte et le lieu. Oui. Il s'est exprimé devant ses militants, il a tenu un discours qui est perçu par beaucoup comme étant un discours va-t-en-guerre. Non, ce n'est pas un discours va-t-en-guerre. Au-delà du mot, ce qui nous dit à nous, c'est de ne pas être violent. C'est de répondre par des idées. Même s'il y en a qui emploient la force, ou qui veulent cette confrontation, comme on l'entend dire tous les jours. Le jour où il va faire ça, le peuple va sortir pour chasser les députés de l'Assemblée, on va le chasser du pouvoir, on va le faire ceci, ça c'est des rhétoriques que nous ne prenons pas beaucoup en considération parce que nous avons confiance à la maturité politique de ce pays, des populations de ce pays. D'accord. On a suivi le président de la République ces derniers temps qui prône beaucoup l'apaisement. Enfin, moi je ne l'ai jamais entendu dire à ses militants surtout, soyez prêts à un débat ouvert, un débat politique, programme contre programme, mais soyez aussi prêts à l'affrontement si nécessaire. Il a dit, et dans un ton, disons-le, rageux. Oui, vous savez, nous avons perdu beaucoup de temps en Guinée à cause de ces affrontements inutiles. Imaginez-vous la dernière fois, le président en tant que président de la République, combien de fois il est sorti et il est rentré dans l'anonymat. Parfois c'est l'hélicoptère qui le cherche à l'aéroport pour rentrer, il ne veut même pas déranger la circulation. Alors, mais juste par souci de confrontation, le chef de file de l'opposition vient la dernière fois et organise une réception après, pour aboutir à quoi? Après un accident, on dit non, les forces de l'ordre voulaient encore l'assassiner. Voici un peu chaque fois, et quand on est excédé, on peut tenir des langages pour dire, écoutez, à la limite, mais il a des militants suffisamment éduqués. Quand on était là où ils sont aujourd'hui, on n'a pas cassé. On n'a pas cassé, on nous a tués. C'est ce qui se surprend aujourd'hui. Pendant 11 ans qu'il était au pouvoir, il y a eu beaucoup de militants de RPG qui sont tombés, mais on n'a jamais rien cassé. Comme ils disent, la seule concession qu'on a cassée, ou le véhicule qu'on a cassé ici pendant la manifestation du RPG, non. D'accord. Voilà. Alors, par rapport toujours à cette sortie, on a suivi Sidya Touré notamment qui réagit en disant que si un président de la République, un chef de l'État tient de tels propos, ça explique pourquoi le pays est dans un tel état et qu'il serait prêt plutôt à l'affronter sur un plateau télé pour justement parler bilan. Mais il a été 2 fois candidat au présidentiel. Ce sont les mêmes Guinéens. Il a eu 6 et il a eu 13 et moins de 10%. Le peuple de Guinée le connaît. Il dit qu'il a donné 24 heures, le courant 24 heures sur 24 à la ville de Conakry. C'est vrai, Alpha aurait pu le faire, acheter 2 groupes, mettre du mazout dedans et donner du carburant, et du courant à Conakry. Mais en réalité, le courant qu'il a laissé, c'est Alpha Condé qui les a éteints. L'eau qu'il a laissé couler quand il était Premier ministre à Conakry, c'est Alpha Condé qui a fermé les robinets. Toutes les routes qu'il a faites, est-ce que c'est Alpha Condé qui a enlevé les goudrons sur ces routes? Moi, je me souviens, je suis venu en 2009. J'ai fait Kankan-Kérouane, 145 km, en 9h15 dans une 4x4. C'était ça la Guinée en 2010. Alors, je ne sais pas de quel bilan il se fourvoie. Et de toute façon, il a atteint un niveau aujourd'hui, comme je l'ai dit dans une autre émission, où aucun parti politique, aucun politicien, aucun homme politique aujourd'hui ne peut parier désormais sur Sidya Touré. Ni Cellou, ni Alpha, ni quelqu'un de l'opposition,
ni quelqu'un de la mouvance. Il était le dernier des premiers. Aujourd'hui, avec sa corde, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, il va être le premier des derniers. Il est un politicien atypique sur lequel personne ne peut parier aujourd'hui dans quelle direction il pourrait aller. C'est sa façon de faire la politique et heureusement que toutes les parties aujourd'hui le connaissent. Il accuse que les résultats ont été modifiés en 2010 et en 2015. Ça a été encore modifié. Quel était son score? Il est troisième force du pays, même lointaine, mais une troisième force quand même. Il n'a jamais rien eu sans l'aide de l'UFDG ou l'aide du RPG, tant pendant les législatives que pendant les communales. Mais les législatives à venir, on verra bien. Voulez-vous dire que ces rêves de diriger la Guinée relèvent des chimères? C'est des chimères. S'il fait la politique de cette façon, c'est des chimères. La guérilla ou vouloir demander à ce que ça aille mal pour qu'il soit l'homme providentiel, ça, mon cher, il se trompe. Il se trompe. Il n'a pas besoin de débat avec Alpha Condé à la télé. Il a été candidat contre lui 2 fois. Il n'est même pas arrivé deuxième. Un troisième très lointain. Ça suffit pour prouver au peuple de Guinée. Le peuple de Guinée le connaît désormais. Il a été 3 ou 4 ans Premier ministre. Depuis plus de 10 ans, il est dans l'opposition. Il a été 2 fois candidat et son score a prouvé, ce score honorable, qu'il a des militants, qu'il est sur le terrain, mais son score ne l'a pas du tout approché de la présidence. Je viens de lire une dépêche dans votre sortie ce matin à Espace. Vous l'avez accusé d'avoir acquis un domaine, une usine enfin de fabrication de cartouches par décret signé par Alpha Condé. Absolument. Comment ça? Mais c'était d'abord non seulement ça, et même là où il habite. C'était la minière, c'était notre dancing, c'était le siège de l'Orchestre national Oraya Band. Il l'a acquis aussi quand il était Premier ministre. C'est vrai, il y a eu des décrets. C'était un domaine public qu'il a acquis. Deuxièmement, il a acquis la cartoucherie qui l'appartenait, mais qui avait été ramenée dans l'acte dans l'actif de la République. Il a reçu son décret le vendredi et le mardi, il a démissionné. Et j'étais l'un de ceux qui ont participé à ces négociations. Je ne l'accuse pas, hein. J'en ai la preuve. Voilà. Là, plutôt, il a eu le décret. Il a eu le décret un vendredi qui a précédé sa démission le mardi. Au poste au représentant du chef de l'État. Voilà. Comment expliquez-vous cela? Sa nature. C'est pourquoi je dis que personne ne le croit plus. C'est aussi simple que ça. C'est un politicien atypique. Vous dites aussi que Sidya Touré s'est tout le temps vanté d'avoir offert son expérience au chef de l'État contre rien du tout. Or, vous affirmez qu'il aurait perçu empocher de l'argent au lendemain de la présidentielle de 2015. Non, attention. Attention, je n'ai pas dit ça. D'accord. On m'a posé la question là-bas. Est-ce qu'il aurait demandé des remboursements parce que, après la communale? J'ai dit oui. Est-ce qu'il a reçu de l'aide pour la communale? J'ai dit oui. De la part absolument. Du pouvoir président de la République, oui. Pour faire sa campagne? Absolument. Voilà. Je le dis, je le répète, je l'assume. Je ne dis pas en 2015, hein. Je dis pendant la communale. À hauteur de combien? Je ne sais pas exactement le montant. Je ne vais pas m'aventurer là, mais je sais. Vous avez des preuves? Comme le décret? Vous savez que oui, bien sûr. Je ne raconte pas d'histoire quand je ne connais pas un sujet, je ne l'aborde pas. Ce sujet, je le connais. D'accord. Voilà. Alors, ça c'est le pan de discours d'Alpha Condé, de Sidya Touré, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, l'autre débat. Beaucoup disent que la sortie d'Alpha Condé hier est symptomatique de ses ambitions dans les mois, voire années à venir, quant à sa volonté de briguer, de rempiler pour un autre mandat. Vous savez,
Les intellectuels guinéens faussent souvent le débat. Je crois que c'est l'une des invites du président de la République à ce que l'on relève le niveau du débat. Un texte de loi à connotation politique, il faut considérer que tout texte de ce genre se repose sur 3 piliers, sur 3 socles. Il y a le contexte de la loi, il y a l'esprit de la loi, avant la lettre de la loi, le contexte de la Constitution actuelle. Je ne cracherai pas sur cette Constitution. Je dirais que j'ai eu le privilège de participer à son élaboration dans le cadre du CNT, du Conseil national de transition, qui était un corps presque constituant. C'était une constituante qui était à ce jour, qui faisait l'unanimité, qu'il y ait ce corps-là pour réfléchir et doter le pays, aider le pays à revenir à la normalité constitutionnelle. Nous avons fait une constitution qui a eu le mérite de faire élire une ou deux fois le président de la République, qui a eu le mérite d'élire une Assemblée nationale, qui a eu le mérite de faire organiser des élections communales. Mais elle a été faite dans un contexte où la Guinée avait besoin d'un papier, d'un texte pour que les militaires qui avaient déjà commis le massacre du 28 septembre et rentrés dans les casernes et donner une tête au pays, il fallait aller très vite pour ne pas que la Guinée aille dans le gouffre. Cette constitution a même un calendrier. 6 mois après la chose, il faut faire ceci, 6 mois après, il faut faire cela. Donc, elle a eu le mérite, mais elle aura vécu. Toute constitution dans le monde est la seule émanation du peuple, et seul le peuple est souverain. Aujourd'hui, lundi, quand je vous parle, si l'Assemblée française vote aujourd'hui, parce que c'est prévu, la constitution de la 5e République sera modifiée pour la 24e fois. La constitution américaine a été amendée 27 fois. Donc, je disais qu'il faut on sépare le débat. Est-ce que le président de la République, cette constitution sur laquelle je ne veux pas cracher, donne-t-elle la possibilité au président de la République de proposer une constitution au peuple de Guinée? La réponse est positive, oui. Il doit le faire. Par voie référendaire. La constitution actuelle ne se réfère pas du tout au panafricanisme, alors que même notre hymne dit que la Guinée est prête à renoncer à sa souveraineté pour faire la souveraineté africaine. Il n'y a aucune référence à la souveraineté africaine dans cette constitution. Toute constitution aussi est généralement un texte synthétique, et des lois organiques font l'analytique de la création et du fonctionnement des institutions républicaines. Et notre constitution actuelle non seulement annonce les institutions républicaines, mais commence à rentrer dans le détail de leur érection et de leur fonctionnement pour s'arrêter à mi-chemin. De telle manière, chaque fois qu'on a essayé ici à l'Assemblée à avoir une loi organique pour créer une institution républicaine, on s'est heurté à des articles de la Constitution auxquels on ne peut pas toucher, mais qui ne sont pas forcément conformes ou qui n'aident pas au bon fonctionnement de nos institutions. Voici plusieurs raisons qui font que cette Constitution ne pouvait être qu'évolutive à cause du contexte, à cause de l'esprit et à cause même de la lettre de cette Constitution. Donc, maintenant, le deuxième débat doit être à quel niveau? Est-ce que cette nouvelle Constitution doit-elle permettre à un président qui aura fait 2 mandats dans une 3e République, a-t-il la possibilité de se présenter encore? Ça, c'est un débat des juristes qu'ils tiendront en son temps. Mais on ne peut pas dire
parce qu'il a l'intention de faire ça, qu'il n'a pas le droit, il perd le droit de proposer une nouvelle constitution. Oui, c'est tout ce que vous venez d'expliquer, mais pourquoi c'est maintenant qu'on prend aussi subitement conscience de... J'avoue que, et je l'ai recommandé, il devrait le faire depuis 2012. Mais il avait d'autres priorités. Ils disent, écoute, la Constitution n'était pas prioritaire, le pays est dans un tel gouffre que j'ai d'autres priorités. Sinon, il aurait dû le faire. Mais le Guinéen est tellement politique, le Guinéen aime tellement la politique politicienne que 4 mois déjà, à peine qu'il soit installé, on a commencé les manifestations. Même les élections législatives n'étaient pas une priorité. Et j'ai fait une confidence. Il m'a dit, si je savais dans quel abîme le pays était, je ne serais pas candidat. Parce qu'il a été surpris de voir dans quel état était le pays. Donc rien n'était prioritaire, sauf ramener le pays du puits à la surface. Et quand on est à la surface, on croit que tout est normal, mais on oublie qu'on était dans un puits. Oui, justement, c'est parce que là, tout le monde a l'impression que ce débat, cet appel à la modification ou à la proposition d'une nouvelle constitution est un subterfuge du pouvoir en place pour lui permettre de rempiler. Ça doit se faire toujours à un moment donné. Sarkozy l'a fait en France durant son premier mandat. On a dit oui, c'est pour se faire réélire. Il n'a pas été réélu. Macron est en train d'en faire autant. S'il sera réélu ou pas, quel que soit le moment, pour une coépouse, le moment n'est pas bien choisi. Est-ce qu'on peut changer, modifier cette constitution sans toucher au principe d'intangibilité? Mais absolument. On ne modifie pas la constitution. On peut proposer une constitution et je vous assure que le président de la République n'est pas contre la limitation des mandats, même dans une nouvelle constitution s'il allait la proposer. D'accord. Tout de même, le sujet suscite assez de polémiques. Oui, parce que c'est la passion de la présidence qui intéresse notre opposition. Il n'y a que l'élection qui a intéressé notre opposition jusque-là. On n'a jamais rien proposé. Sur le développement, jamais rien proposé. Sur l'agriculture, sur les travaux publics, sur le social, non. Ne se prononce que sur les élections. Justement, il n'y a pas de risque d'instabilité par rapport à tout ce qu'il a entrepris, les infrastructures et tout, d'instabilité qui pourrait remettre en cause, justement. C'est pourquoi il faut laisser le peuple choisir. Chacun n'a qu'à s'adresser au peuple avec ses arguments. C'est pas bon la nouvelle constitution, c'est bon la nouvelle constitution. Et laisser le peuple, qu'on ne se donne pas le droit de s'exprimer au nom du peuple. Le peuple ne s'était pas opposé en 2010. À quoi? À la constitution et à ses dispositions. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Le contexte était tel qu'il fallait que les militaires rentrent. On ne l'a même pas posé la question. On s'est fait représenter, on a fait représenter par tous les corps. On était 157 au CNT. Et on a cru des handicapés à tous les corps, à toutes les couches de la société étaient représentés au CNT. Alors, finalement, on s'est dit, nous sommes suffisamment représentatifs de la Guinée, faisons ça. C'était ça le consensus. Maintenant qu'il veuille proposer une nouvelle constitution, mais pourquoi vous ne voulez pas que l'on laisse le pays? Non, moi je ne veux rien. Je pose juste des questions. Non, ce que j'ai dit, ceux qui s'agitent ne veulent pas s'adresser au peuple finalement qui est le dernier rempart, le dernier décideur. Ce n'est pas parce qu'on a fait une association d'amis, une association corporatiste, qu'on parle au nom du peuple de Guinée. On ne peut parler au nom du peuple d'un peuple que quand le peuple t'a désigné pour ça. D'accord, justement, en Indesni, est-ce que le peuple serait aussi assoiffé d'un nouveau texte? Mais tout le monde se plaint du fonctionnement des institutions, n'est-ce pas? C'est parce qu'elles ont été très mal prévues dans l'ancienne constitution et n'ont pas laissé des lois organiques mieux les élaborer. Quand on dit dans une constitution, en 2010, il y avait combien d'institutions républicaines en Guinée? Il n'y avait que la Cour suprême et le Conseil économique et social. On a une dizaine aujourd'hui. Mais on avait dit 6 mois après l'installation de l'Assemblée nationale. 6 mois après l'Assemblée nationale,
créer 9 autres institutions républicaines en 6 mois. Ne pas pouvoir le faire, c'est déjà violer la Constitution. Mais en réalité, est-ce qu'on pouvait le faire? Non. Est-ce que aussi la création des institutions, 6 mois après l'Assemblée nationale, c'était vraiment la priorité? Est-ce que l'on pouvait, à certaines, l'Assemblée nationale participe? 6 mois après notre installation, nous-mêmes, on se retrouvait ici, on cherchait même à trouver encore des bureaux. Plus forte raison, participer à la création d'autres institutions. Voici des réalités qui nous enjoignent aujourd'hui. Vous savez, quand on dit aujourd'hui, il ne faut pas faire des bâtiments trop chers, le peuple a faim, c'est vrai. Mais quand on faisait le palais de Versailles, on mourait encore de faim en France. D'accord. Alors, je vais aborder peut-être un autre sujet qui a eu beaucoup de réactions, c'est le déguerpissement à Kaporora et à Kipédu, et je crois à Bambeto qui est également prévu. Comment est-ce que vous avez analysé cette situation? Il y a une continuité de l'État. Je regrette toujours qu'on ait une opinion, quand on est sur le même sujet, quand on est membre du gouvernement, qu'on ait une opinion outre sur le même sujet quand on a quitté le gouvernement. Je n'appelle pas ça être homme d'État. Il y a eu un décret qui a 30 ans, en 1989, il y a 30 ans aujourd'hui. Donc ce n'est pas Alpha Condé qui a délimité des zones. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que là-bas, qui a délimité des zones. C'est 168 à Kipé 2 et Colombo. Aujourd'hui, que le président de la République ordonne au ministre de l'Habitat d'évacuer ce périmètre, le ministre de l'Habitat a le droit d'évacuer dans le périmètre les 168 hectares. C'est ça son droit, c'est ça la continuité de l'État. Maintenant, est-ce que certains dans ce périmètre y ont été installés par des agents de l'État? Je suis sûr que oui. Qui leur ont donné des documents officiels qui disent à ces occupants qu'ils sont légalement sur des terres que l'État leur a offertes. Maintenant, l'État, à son tour, doit rechercher ses fonctionnaires, les sanctionner et faire face à ceux-là qui ont été trompés par ces fonctionnaires véreux. Par contre, il y en a, même après 98, des guépissements de 98, qui sont venus s'installer à la place des maisons cassées. À ceux-là, il est difficile de leur dire, on ne peut pas dire que c'est bien fait, mais quelque part, ils ont pris des risques. Vous voyez aujourd'hui, il y a plein, même des constructions, des nouvelles constructions. On vient mettre la croix rouge pour dire, attention, vous êtes dans la rue, vous êtes dans une rue, on efface la croix rouge et on continue de construire. Demain, ce premier décret, c'était déjà 30 ans, le premier déguerpissement, il y a 20 ans. Et à un moment donné, ça arrivera un jour. Voilà ma conception de la chose. Justement, vous avez admis qu'il y a des gens peut-être qui ont été installés par des administrateurs, des fonctionnaires de l'État. Oui. Donc l'État devait peut-être indemniser ces derniers avant de les déguerpir. Est-ce qu'à ce niveau, le gouvernement n'a pas commis un tort? Est-ce qu'il n'a pas failli à son devoir? Il y a certainement des cas qui doivent être revus et qui doivent être indemnisés. Parce que l'État, en faisant la route Le Prince, il y a eu beaucoup de maisons cassées. C'était une ruelle, hein. À peine ils serpentaient les rochers là-bas. Quand on en a fait notre route, on a touché des maisons, on a touché des propriétés. Ceux-là ont été dédommagés. Il y a eu aussi des déguerpissements où les gens n'ont pas été dédommagés. Mais la réalité est que quand on a besoin de ta place pour un usage public, l'État doit t'indemniser. Mais voilà encore une fois que nos messieurs de l'opposition ratent le coche. C'est ça le rôle des chefs de file de l'opposition. Il faut venir demander au gouvernement. C'est ça le rôle d'un groupe parlementaire qui aurait dû même nous toucher pour dire attention, il y a une partie de la population guinéenne qui est en train de subir, appelons le ministre pour lui poser des questions.
l'Assemblée aurait dû avoir la possibilité de dire au gouvernement, écoutez, c'est comme ça que ça doit se faire. Mais non, on préfère aller pleurnicher dans son coin, accuser que c'était plutôt un harassement, accuser que si on va à Koloma, c'est parce qu'il y a une communauté là, si on va à Koloma, c'est parce que ce sont les militants. En 1998, l'UFDG n'existait pas. Donc ça n'a rien à voir selon vous? Mais ça n'a absolument rien à voir. Mais il y a des zones réservées à Kirawane. Est-ce qu'il sait quelle est la communauté là-bas? À Zérekouré, est-ce qu'il sait quelle est la communauté là-bas? Et même à Koloma ici, moi je connais un ami, un Hokat, Sako, c'est un bâtiment, un duplex a été cassé. S'il n'est pas de sa communauté, s'il veut parler de communauté, ça n'a rien à voir. Et puis de toute façon, les militants d'un parti ne peuvent pas se retrouver dans une seule partie de la communauté, de la capitale. Est-ce qu'il y a une possibilité de rectifier le tir, repenser? Ça devrait. Ça devrait, je serais pour ça. Est-ce que vous avez interpellé le président? Ce n'est pas le président que je dois interpeller, je suis législateur. Je dois interpeller l'exécutif. L'exécutif, oui. Voilà. Je dois interpeller l'exécutif. Vous êtes quand même proche. J'ai reçu des écrits. Et c'est sûr qu'à l'ouverture de la session, on examinera. D'accord. Alors, l'autre question que j'ai envie de vous poser, ce sont ces élections locales qui ne se terminent jamais. Apparemment, ils devaient être parachevées par l'installation des conseils de quartier, de district, mais également les conseils régionaux. Mais jusqu'à présent, on n'a aucune lisibilité sur ça. Et ça change bien sûr qu'on a fait 1 an pour finir l'installation des... Et justement, si on va dans les quartiers, on en aura pour 30 ans, comme m'a dit l'ambassadeur d'un grand pays. Ah bon? C'est ça une mauvaise loi. Une loi concoctée sous la menace, avec le couteau à la gorge. On a traité d'Amaro de fasciste, de quelqu'un qui veut brûler le pays, parce qu'il ne veut pas faire accepter ça dans une loi. L'élection des chefs de quartier n'existe nulle part dans le monde. Nulle part. Les quartiers ne sont pas des cellules de la décentralisation. Il n'y a aucun développement au niveau des quartiers. Les chefs de quartier, tout le monde le sait, s'occupent des problèmes de baptême, des problèmes de manioc, des certificats de résidence, etc., etc. Il n'y a pas de budget en la matière, il n'y a absolument aucune gestion au niveau des quartiers. Si nous descendons la politique là-bas, ça a été ma position. La tension était telle qu'on m'a invité à aller même à la maison. Oui, on se rappelle de ça, honorable, vu que la loi a été votée par votre groupe. La loi a été votée, mais je dis en son temps. Oui. Toute loi est dynamique. Il n'y a pas une loi, toute loi est dynamique. Une loi qui ne peut pas s'appliquer est sujette à 2 choses, à son abrogation ou à son amendement.